Bonjour, bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef du site, et je suis aux côtés de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. D'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Hélène. Et avec nous dans cet épisode consacré à l'Iran, un invité, Camille Alexandre, spécialiste arabophone et persanophone des relations internationales, expert du Proche-Orient et de l'Iran. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes l'auteur de 2 livres consacrés à l'Iran, Le régime iranien, un livre ouvert, et Le Proche-Orient iranien, tous deux parus l'année dernière chez Odile Jacob. Un accord ou la guerre? La relation entre les États-Unis et l'Iran semble osciller entre ces deux extrêmes. Washington et Téhéran entament ce vendredi 6 février des discussions dans le sultanat d'Oman, discussions qui devraient porter en grande partie sur le programme nucléaire iranien. Mais ces négociations se déroulent aussi sur fond de menaces américaines d'intervenir militairement contre Téhéran. Donald Trump laisse en effet planer depuis plusieurs semaines la possibilité d'une attaque militaire en représailles de la répression sanglante du régime des Mollahs contre les manifestations civiles qui agitent le pays depuis fin décembre. On parle d'au moins 30 000 victimes. Dans ces conditions, pourquoi le régime iranien accepte-t-il de discuter avec les États-Unis? Que veut Donald Trump? Aider le peuple iranien? Arrêter le programme nucléaire? Faire tomber le régime? Autre chose encore? On va essayer de comprendre tout ça. Et Camille Alexandre, je me tourne vers vous dans un premier temps. Le régime iranien, il n'a pas d'autre choix que de négocier avec les États-Unis en ce moment? Quand vous regardez le rapport de force, il a été considérablement rehaussé en faveur des Américains avec l'arrivée du groupement aéronaval il y a quelques jours, l'USS Abraham Lincoln devant les côtes iraniennes. Et donc forcément, c'est un élément de pression qui est majeur, qui est énorme en fait, et qui peut forcer les Iraniens à entrer en négociation. Mais en réalité, la question, je pense, qu'on doit se poser n'est pas tant est-ce que les Iraniens vont entrer en négociation, mais avec quel objectif ils vont entrer en négociation et est-ce qu'ils vont entrer en négociation de bonne foi, avec la volonté d'aboutir. Et ça, c'est évidemment beaucoup moins sûr. Il y a un scénario qui paraît très crédible, dans lequel les Iraniens tentent de gagner du temps et de faire s'éloigner ce spectre de cette menace d'intervention militaire directe et essayer de diluer ces négociations face à des Américains qui pourraient perdre patience ou qui pourraient laisser tomber leurs menaces de frappe. Il y a un autre élément aussi à prendre en compte, c'est les frappes peuvent être un élément de négociation, en plus d'être un élément de pression. Les frappes peuvent entrer dans le schéma américain comme un élément de négociation, de pression à l'intérieur des négociations, sans les faire dégénérer, des frappes ciblées par exemple, et ce qui pourrait amener les Iraniens à plus de flexibilité. Les chemins de la négociation ou des frappes militaires ne sont pas forcément divergents. Ce qui est quand même assez étonnant, Alain Frachon, d'avoir et une intervention militaire et des négociations en même temps, c'est la situation dans laquelle se trouvent ces deux pays qui ne parviennent pas à s'entendre depuis longtemps. Je rappelle que les États-Unis avaient déjà frappé militairement en juin dernier l'Iran, les infrastructures nucléaires. Donald Trump avait assuré que tout était détruit. Manifestement, ce n'est pas le cas. Cette fois-ci, là, février 2026, bis repetita, sauf qu'il y a eu un énorme massacre civil entre les deux? La situation dans laquelle on se trouve est d'abord un démenti flagrant à ce qu'a raconté Donald Trump en juin. En juin, après 12 jours d'intervention militaire israélienne et puis 24 heures d'intervention militaire américaine, Trump, depuis le bureau ovale de la Maison-Blanche, a dit aux Américains « Le programme nucléaire iranien n'existe plus. Il a été oblitéré par nos bombardements. » Bon, visiblement, c'était faux. Une partie du programme nucléaire est toujours là. Une partie des quelques 400 kg d'uranium enrichi à 60%, c'est-à-dire à des teneurs qui vont permettre, si on va un peu plus loin encore avec les centrifugeuses, qui vont permettre d'aller vers la fabrication d'une ogive nucléaire. On ne sait pas trop où ils sont, mais ils n'ont visiblement pas été détruits. Ça fait partie de ce qui va être négocié. Vous opposez comme ça cette situation, c'est curieux de mener en même temps une négociation alors qu'il y a, comme le dit Trump, une armada prête à nouveau à une vague de bombardements aériens sur l'Iran. Bizarrement, je dirais que dans cette situation, les États-Unis veulent encore moins la guerre que la République islamique, que les dirigeants de la République islamique. Parce que Trump est face à la situation suivante.
Il est en année électorale. Il ne veut surtout pas s'engager dans une guerre qui se prolongerait au Moyen-Orient. Vous savez, une première série de frappes, et puis ça ne change pas grand-chose, ou ça ne change pas suffisamment, ou ça n'aboutit pas à un ébranlement supplémentaire du régime. Au contraire, même, ça peut resserrer peut-être même l'unité du régime face à l'agression extérieure. Et donc, il faut recommencer, il faut faire une deuxième, puis une troisième journée de frappe, et on ne sait pas quand ça s'arrête. Je vous rappelle par exemple le cas de la Libye il y a quelques années. On pensait qu'il aurait suffi 15 jours de frappe aérienne. Non, il y a eu plus de 2 mois et demi de frappe aérienne occidentale contre les forces à l'époque de Muammar al-Kadhafi. Et donc Trump redoute cela. Ses alliés, qu'il s'agisse d'Israël, de l'Arabie saoudite, du Qatar, de la Turquie, tous ces alliés de la région ont peur que s'il y a une première frappe américaine, il y ait une réplique sur les forces américaines qui sont basées au Qatar, à Bahreïn, ici ou là, au Koweït également. Et donc, les Israéliens ne sont pas non plus très désireux d'être embringués dans une nouvelle série de frappes iraniennes, même s'ils sont capables d'intercepter la plupart des projectiles grâce à leur dôme de missiles antimissiles. Et donc, vous voyez, c'est compliqué pour les États-Unis de mener une frappe. Il n'est pas sûr que le résultat soit convaincant. Il ne veut pas que ça dure très longtemps. Pour Trump, le moyen terme, c'est 2 ou 3 jours, pas plus. Il est en année électorale. Il a promis à sa base que les États-Unis ne s'engageraient pas dans la guerre au Moyen-Orient. Et il n'est pas sûr du résultat d'une première vague de bombardement. Face à cela, je dirais que d'une certaine manière, le régime de la République islamique craint moins que les États-Unis d'être amené à un échange de missiles avec les Américains. Est-ce à dire que la population iranienne est du coup livrée à elle-même, elle qui manifeste depuis 6 semaines maintenant, qui se fait réprimer dans le sang, les manifestants se font tirer dessus, tirer dans les yeux, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, Camille Alexandre, et le régime des mollahs ne semble guère vaciller finalement, alors qu'on aurait pu peut-être le croire il y a quelques semaines de ça, en se posant la question, est-ce que la République islamique est à bout de souffle? Finalement, non, le régime reste bien en place, droit dans ses bottes et les affaires continuent, si j'ose dire? Oui, vous avez raison. Je pense que, si vous voulez, la première chose à voir, c'est que les manifestations se sont largement taries en Iran. La répression, non, puisque la répression continue. Et on sait qu'il y a des cas de gardiens de la révolution, de Basij, qui écument les hôpitaux pour achever les blessés, etc. Donc la répression, évidemment, continue de manière très féroce, mais les manifestations, elles, ont plutôt cessé un peu partout. Et pour cause, les Iraniens pleurent leur mort et pensent leur plaie aujourd'hui. Vous l'avez rappelé en tout début d'émission, on parle de 30 000 morts, peut-être 40 000. C'est une hécatombe, quoi. Donc ça, c'est la première chose. Effectivement, un peuple iranien qui s'est senti seul. Vous vous rappelez qu'autour du 10 janvier, Donald Trump disait « Prenez vos institutions, l'aide arrive ». Et en fait, en réalité, on se rend compte qu'il a changé de braquet. C'est-à-dire que maintenant, il ne parle plus d'avoir un accord pour faire cesser la répression, il parle d'avoir un accord nucléaire. Et ça, c'est très sensible comme changement de rhétorique. Et donc, effectivement, l'objectif et la situation, le contexte ne sont plus les mêmes que pendant le gros des manifestations tout début janvier. Mais je pense que de manière générale, toute la séquence qui dure depuis le 7 octobre, y compris les échanges de missiles balistiques qu'il y a eu à 2 reprises, puis la guerre des 12 jours depuis les 2 années qui sont passées, montre 2 choses qui peuvent être paradoxales au premier point de vue. La première chose, c'est qu'il semble qu'on n'a jamais été aussi proche d'un changement de régime, ou en tout cas d'une chute du régime iranien, dans le sens où des manifestations comme on a vu le mois dernier, c'est absolument sans précédent dans l'histoire de l'Iran moderne, à la fois l'ampleur des manifestations, son caractère transgénérationnel, partout dans le pays, c'est encore plus notable que pendant Samedi Liberté, mais aussi l'ampleur de la répression. Et donc, il est clair qu'il y a un vrai mur entre la population et le régime, qui semble de plus en plus infranchissable, ou un fossé, si vous voulez, de plus en plus infranchissable. Et donc, on est de plus en plus proche d'une explosion, d'une chute de régime. Mais en même temps, ce que ça montre depuis 2 ans, c'est qu'un changement de régime, c'est aussi beaucoup plus compliqué que ce qu'on a pu croire auparavant.
Et vous vous souvenez qu'avant le 7 octobre, certains parlaient de changement de régime en Israël, par exemple. C'était un lointain rêve. Puis on se disait, il suffirait de frapper. Il suffirait de frapper et puis le régime s'effondrerait. Et en fait, absolument pas. Le régime fait bloc. Et faire tomber le régime, si ça devait être l'objectif qui sera poursuivi par les Israéliens, voire par les Américains, en fait, serait quelque chose de beaucoup plus complexe que juste des frappes militaires et certainement quelque chose de beaucoup plus long cours. Oui, parce que par quoi pourrait être remplacé ce régime? Quelles sont les hypothèses, les options sur la table? C'est difficile à dire. On parle beaucoup de les gardiens de la Révolution reprendraient le régime, etc. Personnellement, je n'y crois pas trop. Je pense que, en réalité, il ne faut pas surestimer la dichotomie que certains analystes mettent entre le clergé chiite et les gardiens de la Révolution. C'est-à-dire qu'en fait, en Iran, il y a un seul chef, un chef suprême, c'est le guide suprême. C'est-à-dire il est issu du clergé, mais il est aussi commandant suprême des forces armées et des gardiens de la Révolution. Donc c'est lui le chef et le seul chef dans tous les domaines. Et par ailleurs, il y a des liens extrêmement forts entre les gardiens de la Révolution et le clergé chiite. Et le clergé chiite, même si les gardiens de la Révolution, effectivement, ont augmenté leur mainmise sur le régime, et en particulier sur des pans entiers de l'économie, le contournement des sanctions notamment. C'est vrai qu'il y a eu une augmentation de la mainmise des gardiens de la Révolution, mais cette augmentation de cette mainmise ne signifie absolument pas que le clergé, lui, concomitamment, aurait perdu du poids. Au contraire. Et en fait, le clergé continue à tenir les fondations pieuses, qui sont les lessiveuses de blanchiment d'argent et les machines à cash du régime. Et notamment, vous vous souvenez par exemple de l'ancien président Ibrahim Raisi, qui est mort dans un accident d'hélicoptère, qui était le président aussi de la fondation Hassan-e-Rod Razavi à Machhad, et qui est certainement la machine à argent la plus importante de tout ce régime. Et donc ça reste entre les mains du clergé. Donc il n'y a pas de vraie dichotomie entre le clergé et les gardiens de la Révolution. Donc voilà, c'est cette idée que les gardiens reprendraient le régime, c'est plus compliqué, je pense, qu'il n'y paraît. Les gardiens de la Révolution qui ont tout récemment été inscrits sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Elle a opéré cette inscription, ce changement-là, tout récemment. Jean-Marie Colombani? On a beaucoup, pas spéculé, mais attendu au fond des fractures au sein de l'ensemble du système de pouvoir iranien, fractures qui pour le moment ne sont pas très visibles. Donc c'est un peu une cause un peu perdue pour le moment. Donc d'où pourrait venir à vos yeux quelque chose qui peut conduire ou pourrait conduire à un changement de régime? Parce qu'on ne voit pas, sauf si l'armée classique elle-même, l'armée traditionnelle, se mettait de la partie et s'opposait aux gardiens de la Révolution ou à d'autres. Donc du coup, on revient à l'hypothèse, oui, mais si des frappes américaines interviennent, peut-être que ça donnerait un coup de main à celles et ceux qui veulent se débarrasser des mollahs. Alors que vous disiez précédemment, dans vos premières interventions, que un des paradoxes de la situation était que jamais on avait semblé aussi près d'un changement de régime. Alors comment voyez-vous les choses se dérouler ? Justement, c'est ce que je disais aussi, c'est que ce changement de régime, s'il devait advenir, a priori, on ne le voit pas advenir immédiatement. Ou en tout cas, même s'il semble de plus en plus inéluctable, il semble aussi pas de court terme ou pas immédiat. Et effectivement, comme vous le dites, à ce stade, en tout cas, on ne voit pas de fissure au sein du régime. On voit un guide suprême qui a l'air de garder la main malgré... Un guide suprême entouré de ses fils, parce que manifestement, ses fils aussi prennent le relais, prennent ici la main sur les armées, là sur d'autres choses. Donc c'est une entreprise florissante, l'entreprise autour du guide suprême. Tout à fait, et son fils Mojtaba Ramenei est au cœur du pouvoir depuis des décennies maintenant. Il y a tissé des liens avec tout le monde, tous les réseaux qui comptent à la fois au sein du clergé et des gardiens de la Révolution, des fondations pieuses, etc. Et donc, effectivement, tout le régime est tenu d'une main de fer, y compris d'ailleurs avec les soi-disant réformateurs, qui n'ont de réformateurs que le nom en Occident, et qui en fait ne sont absolument pas des gens qui cherchent à réformer le régime, et en particulier... On parle de Rouhani, de Hassan Rouhani, l'ancien président, qui en fait est un conservateur. On a Ali Larijani, qui passe aussi pour un modéré et qui est aujourd'hui un des principaux conseillers du guide suprême et qui est celui qui a la haute main dans les négociations qui se tiendront avec les Américains à Oman. Tous ces gens-là, en fait, font bloc avec le régime. Et au-delà de ça, au sein même du corps des gardiens de la Révolution, effectivement, on ne voit pas de fissure, et ni au sein de l'armée d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a un élément qui est intéressant. Si on revient un tout petit peu en arrière dans les manifestations qui ont lieu début janvier, il y a eu un vrai tournant au tout début janvier, autour du 8 ou 9 janvier. Les manifestations sont devenues vraiment massives, et c'est là qu'il y a eu le déclenchement d'une répression extrêmement féroce, alors que les manifestations se déclenchent 2 semaines auparavant, autour du 28 décembre. Et en fait, ce qui se passe autour du 8-9 janvier, c'est qu'il y a l'opération
opération américaine qui aboutit à l'enlèvement du président vénézuélien. Et en fait, c'est ce moment-là où l'espoir se cristallise chez les Iraniens et où ils se disent « mais attendez, ils enlèvent Maduro comme ça, ils peuvent peut-être nous débarrasser du guide suprême aussi ». Mais je pense qu'il y a eu une vraie mécompréhension de ce qui s'est passé à ce moment-là, puisque ce qui s'est passé au Venezuela, c'est tout sauf un changement de régime. En réalité, les Américains sont allés chercher Maduro, le traduisent en justice, mais ont laissé intactes absolument toutes les institutions du régime madurien au Venezuela, à commencer par sa vice-présidente qui est devenue la personne avec laquelle il traite directement. Et donc, je pense que les Iraniens, beaucoup d'Iraniens qui malheureusement ont cru que c'était un signal d'aide à venir, de soutien de la part de l'administration Trump, ont été très déçus par la manière dont ça s'est passé, puisque c'était pas du tout l'objectif américain de changer de régime. Et je pense à nouveau qu'avec l'Iran, ça n'est pas non plus l'objectif du président Trump de changer de régime. Je pense que si l'objectif de Donald Trump est de changer l'orientation du régime, de changer ses politiques, de changer ses orientations de manière à ce qu'elles soient moins en opposition avec les intérêts américains. Et je pense que si, au bout d'un moment, il estime qu'un changement de régime peut devenir l'option inéluctable et obligée pour en arriver là, peut-être qu'il ira dans cette voie. Mais je pense qu'à ce stade, aujourd'hui, ça n'est pas du tout, en effet, l'option privilégiée. Et vous, à défaut d'un changement de régime, est-ce que vous pouvez envisager que le régime actuel change de comportement, qu'il ait une plus grande attention portée à sa population, qu'il soit moins cruel, qu'il se réforme? Puisque, comme vous le disiez, il y a un énorme hiatus aujourd'hui entre ce qu'est le peuple iranien, ses aspirations, un peuple notamment éduqué, cultivé, et puis le régime tel qu'il est actuellement avec cette politique hyper rétrograde, en fait? Non, j'y crois pas une seconde, parce que je pense qu'on sous-estime énormément le caractère fondamentaliste et religieux de ce régime, puisque c'est une théocratie avec un guide suprême qui est le lieutenant de Dieu, s'appelle le Vali dans la théologie chiite, remise au goût du jour par les romanistes. C'est une théocratie. Il y a des éléments un petit peu démocratiques avec des élections, etc., mais qui sont complètement verrouillés et l'aspect théocratique domine tout, absolument tout, et y compris institutionnellement. Le Parlement, qui est l'institution démocratique qui existe, évidemment, est en fait dominé par une autre institution qui est composée uniquement de clercs élus, qui s'appelle le Conseil des gardiens de la Constitution. Le président est dominé par le guide suprême, etc. Et donc, en fait, toute institution à caractère démocratique, qui existe en effet, est dominée et subalterne par rapport à une institution à caractère théocratique. Et donc, ce régime est théocratique. Il faut garder ça en tête dans toutes les analyses sur les évolutions possibles de ce régime. Et donc, est-ce que ce régime peut se réformer? Est-ce qu'il peut lever le pied vis-à-vis du peuple iranien? En fait, si on regarde ce qui se passe depuis 40 ans, et notamment les expériences dites réformatrices, avec des réformateurs ou en tout cas des gens qui étaient perçus comme réformateurs qui sont arrivés au pouvoir, en fait, c'est pas glorieux. La première chose à voir, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'un réformateur tel qu'on l'entend en Occident, ça n'existe pas en Iran. Le terme persan qui dérive de l'arabe, qui désigne le mouvement réformateur, c'est Esla Talab. Donc en gros, ça veut dire ceux qui demandent des Esla, c'est-à-dire des réparations, des corrections. Et donc, ça n'est absolument pas la même chose que de demander des réformes pour réformer le système. En réalité, le camp réformateur, dit réformateur en Iran, ce sont des gens qui s'inscrivent et qui se sont toujours inscrits dans le cadre du régime. Leur objectif n'est absolument pas de les réformer. Leur objectif, précisément, c'est l'inverse. C'est d'apporter des corrections à certaines choses d'une manière limitée afin précisément de préserver ce régime. Et donc, dans les faits, quand on regarde ce qui s'est passé notamment avec le président Rattami puis le président Rouhani, donc en réalité, le président Rattami, quand il a eu ses 2 mandats, donc au cours des années 2000, avant Ahmadinejad, si vous vous souvenez, 97-2005, c'est exactement le moment où il y a les premières répressions extrêmement dures du mouvement étudiant en 1999, et Rattami ne fait absolument rien pour s'opposer à ça, et c'est aussi le moment où on découvre le programme nucléaire militaire iranien qui était dissimulé jusque-là. C'est 2002 quand on découvre les usines de Natanz et d'Arak. Et donc en fait, il y a une vraie incohérence, si vous voulez, entre l'affichage d'un discours réformateur de la part de Rattami et le dialogue des civilisations, qui était son grand concept à l'époque, et ce que faisait en réalité le régime iranien à l'intérieur et avec le nucléaire, qui était tout sauf ce à quoi on s'attendrait de la part d'un réformateur. Enfin, pour finir là-dessus, sur le président Rouhani, c'est un peu la même chose. Durant les 2 mandats d'Hassan Rouhani, qui est un conservateur et qui a évolué dans les sphères conservatrices du régime depuis le début des années 2000, quand il est au pouvoir, Hassan Rouhani, c'est là qu'on a aussi les pires manifestations et la pire répression
avant le mouvement Femmes Liberté et notamment les répressions sanglantes de novembre 2019, durant laquelle Amnesty nous parle de 1500 morts, mais en réalité, il y aura peut-être 10 fois plus de morts déjà à cette époque-là. C'est la première fois que le régime met en place le blackout d'Internet, stratégie qu'ils ont remise au goût du jour lors des dernières manifestations le mois dernier. Et donc ça aussi, ça se passe sous le mandat de Hassan Rouhani. Alain Frachon, vous voulez intervenir ? Il faut toujours insister sur une des caractéristiques des dictatures. On a affaire là à une usine à gaz très bien structurée, et donc on a le sentiment d'une dictature sans faille, unie, donc sans fissure, comme on l'a dit, et peut-être même qu'une intervention extérieure renforcerait encore le front de l'ensemble des institutions de la République islamique contre la société iranienne, c'est possible. Mais les dictatures ne s'effondrent jamais au moment où on l'attendait. Et c'est toujours très difficile de prévoir le moment où une dictature va basculer et ce qui l'a fait basculer. De ce point de vue, il faudrait ajouter à toutes ces remarques que nous venons de faire, je pense, 2 autres petites remarques. Dans l'islam chiite, en tout cas, 40 jours après la mort de quelqu'un, on célèbre le souvenir de la personne qui est morte. C'est comme ça que toute l'année 1978, le précédent régime, le régime du Shah Pahlavi, n'arrivait pas à épuiser les manifestants, puisque chaque réunion de famille, tous les 40 jours, relançait des manifestations de rue. Donc on verra vers la mi-février s'il y a à nouveau des manifestations de rue lors de la célébration de ces 40 jours, comme cela s'est passé en 1978 au moment de la révolution islamique. À ce moment-là, on verra. On verra également s'il y a une intervention américaine à ce moment-là, peut-être sur la résidence du guide, si c'est possible, j'imagine qu'il doit être caché et avoir un grand nombre de résidences, peut-être sur les commandants, des gardiens de la Révolution, encore, je ne sais pas. Il y a sûrement comme ça un certain nombre de cibles. On sait que les services israéliens ont très largement pénétré la direction iranienne et que donc ils peuvent communiquer aux Américains sans doute une carte de cibles possible qui pourrait faire basculer le régime. Je ne sais pas. Là, c'est très difficile. On ne prévoit jamais le moment où une dictature va balancer. En général, elle finit par balancer. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est sur la situation actuelle, telle qu'on vient d'en parler, c'est que l'obsession de la République islamique, l'obsession de cette espèce d'usine à gaz d'institutions de la République islamique, c'est de survivre. C'est leur première obsession. C'est pas de savoir que le niveau économique et social de la population va mieux. Une des caractéristiques des manifestations de ces dernières semaines, c'est que c'est le noyau dur des gens qui soutiennent la République islamique qui étaient dans la rue. Parce que sous sanction, parce que incompétence économique, parce que l'inflation, parce que aussi un budget de l'État dont la part consacrée à l'appareil répressif, à l'appareil sécuritaire intérieur et régional est gigantesque. Eh bien donc, ces gens-là étaient dans la rue. Après sont venus d'autres gens, mais ils étaient dans la rue aussi. Donc voilà, il veut survivre. Et il pense que sa survie, c'est de posséder l'arme nucléaire. S'il possède l'arme nucléaire, s'il arrive à être au seuil de l'arme nucléaire, c'est-à-dire la capacité de fabriquer une arme nucléaire très rapidement, et que tout le monde le sache, à des fins dissuasives, il pense qu'il n'aura pas le sort de Saddam Hussein, ni celui de Kadhafi, etc. Et donc, il faut comprendre que tous ces Iraniens, quand on discute avec eux, quand on a l'occasion de discuter à l'étranger, ou encore moi, quand je le faisais jusqu'en 2008, en Iran, ces gens-là vivent dans une bulle qui n'est pas du tout la nôtre. Il y a un univers intellectuel extraordinairement fermé, même chez les gens les plus intelligents, dans la direction iranienne, qui fait qu'ils peuvent faire des erreurs, se tromper totalement sur la situation régionale ou autre. Donc on ne sait pas comment ils vont réagir. On sait une seule chose, c'est que ce qui les préoccupe d'abord, c'est la survie du régime. Si pour la survie du régime, il faut céder sur le plan nucléaire, ils le feront. Si au contraire, ils restent convaincus que la marche au nucléaire est l'essentiel pour assurer leur survie, ils feront traîner la négociation. Vous savez, la tradition du bazar, elle est au moins aussi forte que la capacité de négocier de 2 promoteurs immobiliers américains que sont Steve Witkoff et Jared Kushner, les envoyés spéciaux du président Trump, qui ont cette caractéristique de ne strictement rien connaître à l'Iran et encore moins à la République islamique. Voilà, il n'y a pas de scénario
écrit à l'avance, bien entendu. Il y a cette incertitude qui est en général celle qui caractérise la situation au Moyen-Orient. Eh bien, je propose qu'on termine là-dessus. Camille Alexandre, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans cet épisode. Je rappelle que vous êtes spécialiste des relations internationales, en particulier du Proche-Orient et de l'Iran. Je cite vos 2 derniers livres, Le régime iranien à livre ouvert et Le Proche-Orient iranien, tous les 2 chez Odile Jacob. Merci monsieur, merci Jean-Marie Colombani et merci Alain Frachon. Merci Hélène. Merci Hélène, merci Camille. Merci à vous. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Aurélie Rodriguez.